Bonjour à toutes et tous, c'est le premier numéro de Autres Paroles qui reviendra trimestriellement vous parler de livres que j'ai aimés, que j'ai découverts. Alors en premier lieu, en guise d'introduction, parlons de l'assassinat des livres. Alors c'est une drôle d'entrée en matière, mais je vous rassure, le meurtre, je le crois, n'a pas été commis. En fait, ce livre, L'assassinat des livres, est paru en 2015 aux éditions L'Échappée, que j'avais lu en son temps, et qui me semblait tout à fait juste, et je m'interrogeais à cette époque sur le sort des revues de poésie et sur les éditeurs de poésie également. Alors, je partageais la crainte exprimée au travers des intervenants, comme celle de Georges Steiner, parlant du crépuscule de la lecture, ou de Jean-François Magnier, qui est éditeur aux éditions Chêne, pour les livres de Chêne Éditeur, et qui tient une place non négligeable dans le paysage politique, en passant par exemple par la librairie Quilombo ou par les bibliothécaires. Alors, et pourtant, le numérique, je crois, n'a pas jeté à bas, si je puis dire, la lecture ni les libraires, enfin ceux qui offrent autre chose à lire que les prix Goncourt. Alors, le lecteur est demeuré fidèle, je crois, il a résisté à Internet même si la pression est forte et réelle, et le livre continue d'être le moyen d'exercer son choix, de se déterminer par ses lectures et de montrer que nous ne sommes pas les aficionados des volontés libérales de quelques-uns. Alors l'être demeure encore doué de sensibilité et à ce titre, l'humain qui est en nous vit et peut encore agir. Alors ce bref rappel, cette petite introduction au sujet de l'assassinat des livres, qui je le rappelle n'a pas encore eu lieu, m'en vient à vous parler du livre de Contre l'alternumérisme de Julia Laenae, étudiante en philosophie, et Nicolas Alep, ancien informaticien, qui ont écrit en commun cet ouvrage publié par les éditions La Lenteur au prix de 10 euros. Alors, vous aurez compris qu'avec ce titre, il ne s'agit non seulement de démasquer les alternatives à Internet, qui ne réduisent en rien les émissions polluantes ou gaz dits à effet de serre, mais aussi de montrer les côtés néfastes de l'informatique. Alors, ce livre se veut être une mise en garde contre ceux comme l'ancien secrétaire d'État au numérique, par exemple, Mounir Majoubi, ayant tenté d'ubériser les AMAP, qui est l'association de producteurs maraîchers bio, ou comme Bernard Stiegler, qui est l'un des représentants de cette sensibilisation pour un numérique humain et critique. Alors, je vous lis ce que Bernard Stiegler propose. Bernard Stiegler est l'un des représentants de cette mobilisation pour un numérique humain et critique. Et d'après lui, le web a été détourné de ses objectifs initiaux, rattrapé par le capitalisme des plateformes californiennes qui l'ont fait évoluer dans un sens qui l'a dénaturé au point de le transformer en outil d'hégémonie économique, de contrôle et de gouvernance algorithmique. Partant de ce constat, Stiegler invite les citoyens à reprendre le pouvoir sur le web afin qu'il redevienne l'outil contributif tel qu'il aurait été conçu au départ et non un outil de captation de données au service des puissants. Ce serait à nous de mettre de l'intelligence dans la machine, de fournir ainsi assez de négantropie pour avoir une chance de sortir un jour de l'anthropocène. Alors, les auteurs critiquent cette position en montrant que le philosophe comprend effectivement les problèmes liés au numérique, mais en faisant l'éloge de certaines autres de ces formes, comme par exemple de l'intelligence artificielle ou de la ville intelligente. Alors, autre constat que les auteurs font, c'est sur celui des logiciels libres tels que Apache, Mozilla. Alors, sont-ils vraiment libres? Alors, sachant que, je cite, le logiciel libre n'est qu'une modalité de développement informatique et de licence de diffusion. Il ne remet pas en cause la recherche d'efficacité, la rationalité instrumentale qui sont au fondement des technologies numériques. Au contraire, ses promoteurs ne cessent de vanter l'efficacité supérieure d'un développement contributif comparé aux logiciels propriétaires privateurs. Bien sûr, nous aussi avons plus de sympathie pour la plupart des militants du logiciel libre que pour les commerciaux de Microsoft, mais il nous semble que ce n'est qu'un point de détail d'un problème bien plus profond,
la place de la technique, c'est-à-dire de la quête sans fin d'une efficacité accrue dans notre civilisation. Alors, quant à nos élites de tout bord, elles prônent l'éducation dès la plus tendre enfance au numérique. Alors, il me semble que c'est une aberration, puisque l'on sait que le temps passé devant un écran pour un enfant est particulièrement nocif pour son épanouissement psychique. Donc, on voit que par ce biais, une cause profonde à notre, si je puis dire, désaccouplement humain, qui s'exprime plus par une virtualité sans fin, par un abîme où rien ne peut se satisfaire, mais au contraire perpétuer le manque en soi. Alors la solution, désinformatiser le monde, en changeant de société. Pour terminer ce bref regard sur ce livre, je voulais vous lire une page qui me semble essentielle dans la compréhension de notre rapport au numérique et à ses dangers. Croire que tout dépend de l'usage que l'on en fait, c'est penser que la technique est neutre. Et effectivement, l'exemple suivant revient si souvent. Avec un couteau, on peut peler une pomme ou tuer son voisin. Ellul, comme de nombreux penseurs de la technique, explique que ce genre de comparaison est absurde, car la technique porte ses effets en elle-même indépendamment des usages. C'est-à-dire qu'elle induit intrinsèquement, quel que soit l'usage que l'on en fait, un certain nombre de conséquences indissolublement positives et négatives. En tout cas, ce n'est pas une affaire d'intention. La technique contient en elle-même des potentialités qui seront inévitablement exploitées. Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille, disait ainsi Hannah Arendt. Après cette lecture, donc, il me faudrait fermer cet écran pour ne plus vous parler. Mais l'assassinat des livres, je le répète, ne s'est pas produit. Le numérique nous tuera-t-il? J'ose espérer que cette relation toute virtuelle que nous avons là est le bon côté de la technique, et que par lui nous nous acheminerons tôt ou tard d'effet de cette contrainte. Désinformatiser le monde, comme le demandent les auteurs, est possible. Que demain je ne vous parle plus ici, mais en lisant une future revue que je publierai, est encore possible. Pour cela, la désinformatisation passe par un changement radical de société, que l'outil demeure un outil, que l'homme retrouve l'être en lui et que la nature ne lui soit plus inféodée. Alors, posons la question avec les auteurs, quelle société voulons-nous? Alors, un autre livre maintenant qui s'intitule Recyclage, le grand enfumage. C'est un livre de Flore Berlingen, édité par la Rue de l'Échiquier au prix de 13 euros. Alors, l'auteur est directrice de l'association Zero Waste France, qui œuvre pour une société zéro déchet. Alors, ce livre ne peut être séparé du précédent parce que la même réflexion, malgré le sujet différent, domine tout au long de ces deux ouvrages. Le numérique ne produit pas des déchets, et qu'en faisons-nous? Alors, Flore Berlingen décrypte les promesses de cette économie qui est en fait supportée par les usagers sans que les entreprises n'assument le poids de leurs mensonges et de leurs errances. Il faut donc s'attacher à réduire la production qui entraîne un énorme gâchis, car tous les produits fabriqués ne sont pas recyclables et entraînent des déchets qui ne peuvent disparaître. Alors je cite l'auteur. L'horizon rêvé d'une économie circulaire, de la même manière que l'idée de découplage entre croissance économique et dégradation de l'environnement, nous maintient dans l'illusion que notre mode de vie est sur le point de devenir soutenable. Voilà qui dessine bien les contours de notre société et de ses débats. Disons tout d'abord que cet alibi du recyclage a permis de faire croire aux usagers que nous sommes que tous nos déchets allaient retrouver vie. Une immense gageure, bien entendu. Effectivement, il n'en est rien. Une autre manière d'évaluer plus globalement les performances du tri à l'échelle française consiste à analyser le contenu de la poubelle tout venant, non triée, et à comptabiliser la part de ce qui aurait dû être trié. C'est ce que l'ADEME mesure grâce à des campagnes de caractérisation des ordures ménagères. Elle estime ainsi que 40% du contenu des poubelles ménagères françaises
aurait sa place dans l'une des filières de tri existantes. Cela représente donc plus de 100 kg de déchets par habitant et par an qui, faute d'être placés dans la bonne poubelle, seront renvoyés dans les quelques 124 incinérateurs et 232 décharges que l'on compte sur le territoire français. Alors l'ADEME, je vous rappelle ce que c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors l'auteur explique très clairement le cheminement du recyclage et de sa création à son statut actuel, mais surtout aux errances de ce marché, et il faut bien le nommer ainsi, qui apporte de l'argent aux sociétés. Donc laissons parler Flore Berlingen, qui nous en donne plus de détails. Une fois agréés par l'État, pour plusieurs années, les éco-organismes rendent des comptes à leurs adhérents avant tout. Leurs organes de pilotage en témoignent. Citeo, qui est l'un de ces éco-organismes, compte parmi ses administrateurs les représentants de Lactalis, Coca-Cola, Nestlé, Evian, Auchan, Carrefour. Alors, ces producteurs et distributeurs n'ont aucun intérêt à ce que le public prenne conscience de la non-recyclabilité d'une grande partie des emballages. Voilà qui est dit. Alors, le problème des matières plastiques est essentiel. Et le demeure, quand bien même Danone et Nestlé, par exemple, disent qu'elles sont en mesure de proposer une bouteille composée de 100% de PET, c'est-à-dire de produits entièrement recyclés, mais sans indiquer le nombre de bouteilles nécessaires pour en fabriquer une seule. Quant à l'impact sur l'environnement du recyclage, il est loin d'être négligeable, puisque, nous allons lire, le scénario du recyclage à l'infini induit une autre croyance, celle que notre besoin en ressources vierges diminue à mesure que le recyclage progresse et que si l'horizon du 100% recyclable n'est pas pour demain, nous sommes au moins en chemin. Et la réalité est bien différente. L'extraction de matières premières vierges continue de croître, alors que seule une infime partie du plastique à usage unique est recyclée à l'heure actuelle dans le monde. L'industrie plastique connaît une croissance à 2 chiffres qui elle-même stimule le secteur de l'extraction pétrolière. Entre 2005 et 2015, la production mondiale annuelle a augmenté de 45% et devrait encore être multipliée par 4 d'ici 2050 si rien ne change. Cela n'empêche donc en rien de continuer à extraire des matières premières vierges comme les terres rares, le lithium, donc qui ne sont pas forcément rares mais difficiles à extraire, et en plus présentes que dans certains pays. Le charbon, le pétrole, comme le nucléaire, dont les dirigeants français parlent d'indépendance énergétique, alors que 100% de l'uranium est importé. Alors, en conclusion, voici ce qu'on pourrait dire. L'horizon rêvé d'une économie circulaire, de la même manière que l'idée de découplage entre croissance économique et dégradation de l'environnement, nous maintient dans l'illusion que notre mode de vie est sur le point de devenir soutenable. Cette illusion nous entraîne à repousser la question, celle du partage des ressources, non seulement entre notre génération et les futures, comme on l'entend souvent, mais également au sein de l'humanité actuelle. Alors, il est évident qu'une décroissance de nos besoins est nécessaire, et cela sera peut-être mieux que ce soit par notre propre volonté ou de notre propre initiative, plutôt qu'imposé par un changement de climat ou par des conditions de vie dégradées et insoutenables en raison de la pollution. Il n'est pas nécessaire non plus de retourner à l'âge de pierre, mais déjà de donner à l'agriculture, par exemple, un autre visage. Et ce serait un premier pas vers plus d'humanité et de respect de notre environnement. Alors par ce fait, tout simplement, j'en viens à parler du livre d'un agriculteur du Jura, plus précisément viticulteur en la personne de Claude Buchot, qui a écrit un livre « Ma terre et ses secrets ». Alors, ce livre n'est pas passé entre les mains d'un éditeur, il a été auto-édité. Et je crois qu'il aurait mérité une plus large audience. Son auteur en a peut-être décidé ainsi, et c'est tout à fait respectable. Alors, ce récit est le livre d'un homme de la terre qui fut l'un des premiers à pratiquer la viticulture bio dans le Jura. Il a débuté en 1973 avec quelques hectares de vignes qu'il aura défrichées, labourées, dégagées de ces tonnes de cailloux, avant de pouvoir planter une vigne, enfin replantée, puisque ces terres étaient cultivées par son arrière-grand-père
dont les vins étaient renommés. Alors pour Claude Buchot, son engagement était, je cite, philosophique. Et puis, grâce à la rencontre d'un technico-commercial travaillant chez Lemaire Boucher, société spécialisée dans la fabrication des engrais et produits naturels, mais je le précise, et comme il le dit lui-même, sans le soutien de la Chambre d'agriculture, pour laquelle le bio était banni et est encore plus ou moins banni. Il développera petit à petit son domaine. Alors Claude Buchot résistera au déferlement de l'agriculture industrielle avec ses pesticides, ses intrants, sa mécanisation à outrance. Il en viendra à la biodynamie par la suite, que beaucoup de viticulteurs en France utilisent aujourd'hui, qui consiste, d'après la méthode de Rudolf Steiner, datant de 1924, à suivre les éléments naturels, la lune, les constellations, avec l'utilisation de produits tout à fait naturels. Alors je ne développerai pas cette pratique qui est expliquée dans ce livre ou dans d'autres ouvrages spécialisés. Alors qui est Claude Buchot en dehors de son activité viticole? Un homme engagé sur tous les terrains, qu'il soit politique, associatif ou agricole. Il a fait partie de l'association Jura Notre-Dame-des-Landes, d'Environnement Sud Revermont, qui est une contrée du Jura, et de bien d'autres. Et quant à la politique, il a été au PSU, puis au Parti Socialiste, il a collaboré avec certains mouvements citoyens, et il est aujourd'hui, je crois, proche de la France insoumise. Comme l'écrit Michel Vernus, Claude Buchot, dans son action altruiste, ne s'est jamais laissé enfermer dans les limites étroites d'un village et d'un territoire jurassien qu'il aime passionnément. Alors je dirais que le viticulteur a davantage œuvré pour la reconnaissance de la culture bio que l'homme politique ou associatif. Et qu'aujourd'hui c'est par son exemple, et d'autres bien sûr, que dans le Jura, le bio est répandu tant en viticulture que dans les autres domaines agricoles, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions de France. Alors c'est un livre agréable à lire, au-delà d'un témoignage de ce que pourrait être notre agriculture, qu'elle soit dans le domaine viticole, laitier, bovin ou maraîcher. Et c'est dans cette transformation de notre agriculture que réside notre avenir. Claude Buchot ne dit pas autre chose. Et je vous lis donc en ce qui est un petit peu sa conclusion. Que faire? Le modèle industriel agricole est intenable, tant en raison de sa très forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre qu'en raison de sa très forte dépendance au pétrole, carburant, fabrication d'engrais, produits de traitement. Sans même parler de ses effets sur la santé ou sur les écosystèmes. Il est donc urgent d'apprendre à se passer des intrants industriels. La première décision politique qui s'impose, c'est d'arrêter de prélever les bonnes terres agricoles pour les réserver au développement des infrastructures, on l'a vu plus haut. En France, ce sont 70 000 hectares de terres agricoles, 700 fermes de 100 hectares qui disparaissent chaque année au profit du béton et du goudron, un rythme insupportable à terme. Il faut également exiger l'interdiction de tous les produits chimiques et pesticides dans l'agriculture. Voilà. Maintenant, nous allons parler du dernier livre qui s'intitule La collapsologie ou l'écologie mutilée de Renaud Garcia. Alors j'entendais l'autre jour à la télévision, sur une chaîne de télévision, un homme industriel, parmi d'autres, libéral, vantant les mérites du capitalisme, les progrès incroyables effectués au cours de ces dernières décennies pour le bien-être de tous. Mais à quel prix aurait pu demander son interlocutrice qui était face à lui? Et ce prix, en fait, Renaud Garcia nous l'évalue et nous le décrit. Philosophe, il porte ses recherches sur l'anarchisme, la critique sociale et la décroissance. La collapsologie ou l'écologie mutilée est son dernier livre paru aux éditions L'Échappée au prix de 14 euros. Alors je rappelle que la collapsologie est l'étude des effondrements et que tous ceux qui soutiennent cette thèse font en sorte de provoquer la peur pour que rien ne change, dans un double langage pointant les menaces sur l'humanité tout en soutenant la société productiviste actuelle. Alors Renaud Garcia nous incite à regarder sans peur les changements qui surviennent ou surviendront et de se parer d'espérance en acteurs actifs et non d'espoir en laissant aux autres agir à notre place. Le livre de Renaud Garcia ne fait pas autre chose que de mettre en évidence cette faillite totale du système capitaliste pour la nature en premier lieu, spoliée, polluée, laquelle n'est plus en mesure d'assurer les besoins en nourriture de l'humanité. Et l'homme dépend donc de cet écosystème. Et enfin,
des dégâts colossaux engendrés par le capitalisme avec l'accroissement de la pauvreté. 20 000 personnes meurent de faim chaque jour. Et aujourd'hui, avec l'apparition de virus dont il ne fait aucun doute qu'ils sont liés à l'activité humaine, et nul ne sait comment en sortira notre société. Alors les guerres, quant à elles, ont redoublé, les haines, les conflits ethniques ou de religion se sont développés. Renaud Garcia dépeint avec précision les mécanismes néfastes du capitalisme et surtout il montre que la collapsologie, qui enseigne en quelque sorte les risques encourus par la société, déclare qu'il faut se préparer à l'effondrement sans rien changer à notre manière de vivre. Il faut attendre le dernier soir. Et contrairement à beaucoup de personnes, Renaud Garcia ne se réfère pas, comme je l'ai dit, à l'espoir, qui ne fait que déplacer la responsabilité sur l'autre de notre avenir, mais sur l'espérance porteuse de projets que chacun de nous peut partager. Alors je vais vous lire 2 extraits de ce livre qui vous en diront plus que mes propres commentaires. Un effondriste conséquent devrait en réalité tenir pour indépassables les faits suivants. Plus on accepte la multiplication des data centers, plus on encourage le réchauffement de l'atmosphère par les systèmes de climatisation qui assurent le refroidissement des milliers de serveurs où sont stockées les données du web, plus on laisse proliférer les appareils électroniques, y compris pour en faire un bon usage militant ou pédagogique, plus on cautionne les projets d'extraction minière de plus en plus destructeurs partout dans le monde pour approvisionner l'industrie du numérique en matériaux et terres rares. Puis, conscient de tout cela, il devrait poser la question centrale de notre temps: qui songe à dire haut et fort qu'il faut arrêter net l'expansion d'Internet et abandonner la mode de vie connectée pour donner la moindre chance à une poursuite de vie sur la Terre? C'est malheureusement le genre d'interrogation que l'on ne voit guère poindre pour l'instant. Il n'est d'espérance, selon cette interprétation, que parce que l'homme ne peut plus attendre et s'aventure ici et maintenant dans une œuvre dont il n'a aucune garantie de succès. En réalité, les idées mêmes de succès ou d'échec sont étrangères à l'espérance, car elles ramènent l'homme vers la recherche des moyens, vers la volonté de maîtrise intégrale. Il s'agit, à l'inverse, d'affirmer une autre dimension de l'humain par une contestation radicale des valeurs et des pratiques de la puissance, le monde de la torture, de l'exploitation, de la dictature et de la destruction de la nature. Alors ces ouvrages, en fait, ont en commun de dénoncer les méfaits du capitalisme. Et je pense que tous ces livres nous ramènent finalement à l'agriculture qui est la base même de notre vie. Alors j'espère que vous aurez aimé découvrir ces ouvrages, que vous avez peut-être lus ou que vous lirez peut-être. Alors cette rubrique, je vous le rappelle, sera trimestrielle et notre prochain rendez-vous se fera en juin avec Pierre Bans. Alors merci pour votre écoute et à bientôt.